Bonjour à tous. Alors merci d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence de rentrée avec le président Fabius qui nous fait l'honneur d'être notre invité de rentrée. Donc je vais être très rapide, juste un petit mot pour nous présenter, nous, l'association Symposium. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la tribune étudiante de Centrale Supélec. On organise des conférences de ce type-là sur des questions sociétales, à la fois avec des hommes politiques et des personnes qui sont aussi dans le monde de l'entreprise, à raison d'une fois par mois ou 2 fois par mois selon l'agenda. Donc Symposium, c'est l'occasion pour nous de pouvoir faire découvrir aux étudiants de l'école différents thèmes qui nous tiennent à cœur, et aussi de pouvoir contacter des personnes qu'on n'aurait peut-être pas la chance dans un système classique au cours de l'école de rencontrer. Donc cette année, typiquement, on a pu rencontrer et accueillir Madame Gwynne Shotwell, qui est la CEO de SpaceX, mais aussi des juristes avec Éric Dupond-Moretti, ou encore Monsieur le ministre Laurent Nunez, qui est venu s'exprimer sur la question des Gilets jaunes pendant la crise des Gilets jaunes. Donc si vous avez plus de questions, je vais être très court parce que Monsieur le Président Fabius attend juste derrière. Vous pouvez venir nous poser toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Bon, d'abord, je dois vous dire que j'ai jamais été face à un amphi d'étudiants aussi nombreux. Il en est un parmi vous qui pense que je suis un sale type qui fait libérer des criminels, qu'il vienne me le dire. Que nous ayons dans notre société un affect avec la science. Surtout, n'écrivez pas de livres. Si vous commencez à écrire, vous allez perdre la mémoire. Et bien ça s'est produit. Je vais être un peu grossier, mais aller servir la soupe à M. Bachar el-Assad, c'est absurde. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Moi, mon rôle en tant que président du Conseil constitutionnel, c'est de veiller à l'application de la Constitution et surtout à la conformité des lois avec la Constitution. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être cet après-midi parmi vous. J'espère que les vacances n'étaient pas trop difficiles. On m'a demandé de parler d'un sujet qui nous intéresse tous, mais mobilise en particulier les jeunes, à juste titre, qui est les réponses qu'on peut apporter à l'urgence climatique. Et si j'ai bien compris, je vais faire un topo et ensuite on discutera, c'est ça? Très bien. J'interviens ici, non pas comme président du Conseil constitutionnel, mais comme le papa, l'un des pères de l'accord de Paris, la COP 21, qui a abouti, comme vous le savez, à un accord universel, le premier sur la question du climat. Je veux partir d'une phrase qui, approximativement, se trouve dans un livre magnifique de Claude Lévi-Strauss, grand sociologue, philosophe, et qui s'appelle « Triste tropique ». Et vers la fin de ce livre, Lévi-Strauss a une phrase où il dit, en substance, ceci: « Le monde a commencé sans l'homme, et il est possible qu'il se poursuive sans lui. » C'est pas très encourageant, mais ça situe bien le problème où il est. Contrairement à ce qu'on dit par une facilité de langage, le problème du réchauffement climatique n'est pas l'existence ou la non-existence de notre planète. La Terre continuera d'exister. Mais cette question du réchauffement climatique est devenue si préoccupante, si profonde, si urgente,
que si nous ne prenons pas tous, et c'est de ça que je vais parler, les mesures qu'il faut, l'humanité, en tout cas une grande partie de l'humanité, et singulièrement la partie la plus pauvre, ne pourra plus vivre décemment, ou même plus vivre du tout sur la planète. Et donc c'est ça la question qui est posée. Alors, tout ça repose sur des phénomènes scientifiques, et évidemment, en tant qu'ingénieur, ça vous sollicite directement. Les phénomènes, je ne vais pas y revenir, j'imagine que vous les connaissez. Il y a le phénomène de l'émission des gaz à effet de serre. Le fait qu'il y ait des gaz à effet de serre est quelque chose de positif, parce que sinon la planète serait invivable car trop froide. Mais le problème énorme qui se pose, c'est que, compte tenu des activités humaines, les gaz à effet de serre sont émis d'une façon excessive et aboutissent à un réchauffement de notre planète. Les chiffres, les scientifiques du GIEC en particulier les ont établis, et je ne suis pas sûr que les connaissances scientifiques de messieurs Trump et Bolsonaro suffisent à démentir ce que des milliers de spécialistes ont établi. Nous avons, depuis le début de l'ère industrielle, enfin en tout cas on chiffre la comparaison avec les années 1890, nous avons déjà eu une augmentation importante, et on estime qu'il ne faut pas dépasser à l'horizon 2100, et par rapport à cette borne pré-industrielle, une augmentation de 2 degrés, voire si possible, une augmentation de 1,5 degré Celsius. Le problème, c'est que nous ne sommes pas du tout sur cette trajectoire. Là, les chiffres divergent, mais pour suivre cela évidemment de près, je considère que les engagements qu'ont déjà pris les États, à supposer qu'ils les appliquent, ne nous permettent pas d'obtenir cette trajectoire des 1,5 degré, pas même la trajectoire des 2 degrés, mais nous situent, si ces engagements sont respectés, beaucoup plus autour de 3 degrés, 3,5 degrés. Et ces engagements, actuellement, ils ne sont pas respectés. Et donc, la trajectoire potentielle, je ne suis pas là pour dire jouer les loups-garous, mais la trajectoire potentielle est beaucoup plus autour de 4 degrés, 5 degrés, voire 6 degrés, disent certains, ce qui aboutit à des conséquences absolument cataclysmiques. Déjà, si nous restons dans la limite des 1,5 degré ou 2 degrés, les conséquences seront très lourdes, et les derniers rapports du GIEC les établissent. Mais si nous dépassons ces limites et allons vers les chiffres que je viens de citer, alors là, ce sont des conséquences apocalyptiques sur tous les plans, à la fois en termes de phénomènes naturels, on pense aux cyclones, on pense aux tempêtes, on pense à l'élévation du niveau des mers, des conséquences en termes de santé, des conséquences en termes de sécheresse, des conséquences en termes de nourriture, donc en termes de migration, certains territoires devenant inhabitables, et l'histoire des hommes étant ce qu'elle est, si vous ajoutez tous ces phénomènes les uns les autres, à la fin des fins, ce sont des conflits, c'est-à-dire des guerres qui sont à la clé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de réfléchir à cela, mais quand le GIEC s'est vu décerner le prix Nobel, on ne lui a pas donné le prix Nobel de physique ou le prix Nobel de chimie, on lui a décerné à juste titre le prix Nobel de la paix. Parce que je considère qu'au bout du bout,
les conséquences sont tellement importantes, tellement massives, tellement diverses, que c'est la question de la conflictualité, donc de la guerre ou de la paix qui est posée. Et dans ce contexte, l'accord de Paris, que j'ai eu vraiment l'honneur et la chance de négocier, puis de présider, là on a montré les images, est le premier accord mondial qui a fixé des objectifs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, ce n'est pas du Balzac ou du Flaubert, c'est un préambule, 29 articles, 140 paragraphes de décision, extrêmement précises, avec un langage évidemment particulier, mais qui trace ce qui est nécessaire et accepté par tous les pays du monde, tout au moins en texte, pour rester en deçà des 2 degrés et, si possible, des 1,5 degré à la fin du siècle. Et l'accord de Paris s'accompagne aussi d'un engagement pour la fin du siècle qui consiste à avoir une neutralité carbone, non pas qu'il soit dit qu'il ne doit plus y avoir d'émissions de carbone, mais il doit y avoir autant d'élimination du carbone que d'émissions. Et puis, parallèlement à cet accord de Paris, chaque pays a donné des engagements qui étaient les siens pour les années qui viennent, et la quasi-totalité des pays ont fait ce geste important. Alors vous me direz, bon, ben voilà, il y a un problème très compliqué, mais il y a l'accord de Paris, et donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Et non, parce que d'une part, cet accord, aussi excellent soit-il, n'est pas respecté par tous, y compris par ceux qui l'ont signé. Tout le monde l'a signé. Et d'autre part, les engagements qui accompagnent cet accord ne sont pas suffisants, et beaucoup de spécialistes estiment qu'il faudrait les multiplier par 3 pour rester, j'allais dire, dans les clous. Alors, on m'a demandé précisément de vous dire en quelques mots, sur ce sujet immense, quelles étaient les réponses possibles à l'urgence climatique. Vous comprenez qu'en quelques minutes, je ne vais aborder que quelques aspects, et donc ne m'en veuillez pas si je ne traite pas toute une série d'aspects extraordinairement importants. Mais comme on a la possibilité ensuite de dialoguer, je suis sûr qu'il y aura des questions pertinentes, et je reviendrai à la fois sur ce que j'ai dit et sur d'autres choses fort importantes que je n'ai pas abordées. Donc, je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif. Je voudrais faire 3-4 séries de remarques. Lorsqu'on pose la question quelles sont les réponses à l'urgence climatique, la première chose qui doit venir à l'esprit, c'est que ces réponses doivent concerner tous les domaines de l'activité humaine. C'est-à-dire quelque chose que, personnellement, j'ai découvert en travaillant sur ces sujets, car à l'origine, je n'étais pas un spécialiste, même si maintenant je commence à le devenir. Mais ce qui frappe, c'est qu'à la fois, bien sûr, l'origine anthropique du dérèglement climatique concerne beaucoup de domaines, mais que le dérèglement climatique lui-même n'est pas séparable d'autres aspects qui concernent ce mot générique qu'on appelle l'environnement. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne peut pas séparer les questions climatiques et les questions de biodiversité. Il est facile de comprendre que si, ce qui est malheureusement le cas, le climat se détériore, les sécheresses amènent une réduction du nombre des espèces. Et à leur tour, les réductions, les diminutions effrayantes du nombre des espèces amènent une difficulté supplémentaire pour maîtriser le climat. Et c'est quelque chose qui frappe de plus en plus, c'est que même si les scientifiques travaillent souvent en silo, et on comprend que si on veut travailler un domaine, il faut le creuser, mais les questions environnementales et leurs réponses se situent toujours au croisement de ces différentes spécialités.
Donc tous les domaines de l'activité humaine sont concernés. Quand je dis tous les domaines, ça veut dire quoi? Bon, le premier domaine, à l'évidence, c'est la production d'énergie, puisque la base même du phénomène, ce sont les énergies qu'on appelle fossiles, et singulièrement, je reviendrai dans un instant, le charbon, mais aussi le pétrole et aussi le gaz. Et donc, c'est la façon dont, oui ou non, on utilise et produit des énergies fossiles ou des énergies renouvelables qui détermine pour une grande part ce qui, à la fin, se traduira par un réchauffement climatique. D'une façon plus générale, l'industrie est évidemment concernée. C'est pourquoi il est si important, je le demandais à vos responsables, que dans votre scolarité, même ces questions soient abordées. Mais ça concerne aussi, et on s'en aperçoit de plus en plus, les activités agricoles. Un rapport récent du GIEC est sorti qui montre l'impact du type de production agricole à travers la planète en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ça concerne aussi, bien sûr, les transports terrestres, bien sûr, mais aussi les transports aériens qui émettent beaucoup de GES, et les transports maritimes, même si ceux-ci ne sont pas inclus pour des raisons juridiques dans l'accord de Paris. Ça concerne bien sûr évidemment la consommation, la production, ça concerne le problème des déchets, ça concerne, et c'est une discussion actuelle avec des connotations politiques, le contenu des échanges commerciaux, confère l'accord sur le CETA, confère l'accord sur le Mercosur. Donc, ayez à l'esprit que lorsqu'on s'interroge sur les réponses à l'urgence climatique, tous les domaines de l'activité humaine sont concernés. Et donc, pour passer d'une analyse un peu froide aux solutions, si l'on veut progresser, il faut que chaque responsable, chaque partie prenante, dans chacun de ces domaines, se pose la question et essaye d'apporter sa réponse. Comment puis-je agir, le cas échéant différemment, pour diminuer dans le domaine qui me concerne les émissions de gaz à effet de serre? Donc, premier point, tous les domaines. Mais à l'intérieur de la totalité de ces domaines, il y a une idée dont je souhaiterais que vous la reteniez et qui est celle-ci. On parle beaucoup des énergies renouvelables et on a tout à fait raison et il faut faire le maximum pour les encourager. Mais il faut différencier le flux et le stock. En matière de flux, les énergies renouvelables sont en train de progresser et c'est une bonne chose. Mais en matière de stock, lorsqu'on parle de l'énergie utilisée, et en particulier dans le domaine des énergies fossiles, le problème principal, le problème majeur, le problème essentiel, et de loin, c'est le charbon. Vous me direz, en France, ce n'est pas le problème principal. On avait quelques installations de charbon, et encore, le gouvernement a-t-il décidé, à juste titre, qu'elles soient fermées. Mais au niveau mondial, le problème est tout à fait différent. C'est le charbon qui est le responsable numéro un des émissions de gaz à effet de serre. Et, encore faut-il dire, le charbon en Asie. Les Chinois ont énormément de centrales à charbon, les Indiens aussi, les pays voisins en ont également ou s'en équipent, et le charbon est beaucoup plus émetteur de GES que les autres énergies, fussent-elles fossiles. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies, qui va bientôt réunir tous les États à New York dans la deuxième partie du mois de septembre, a fixé comme objectif, un objectif qui malheureusement ne sera pas respecté, qui est de dire « nous avons besoin qu'il n'y ait plus aucune centrale à charbon qui soit créée, qui soit décidée à partir de 2020. » Je crains fort, et c'est un euphémisme,
que ce commandement ne soit pas respecté. Mais gardez cela à l'esprit, problème numéro 1, charbon. J'ai dit tous les domaines, j'ajouterai maintenant, deuxième remarque, cela concerne tous les acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est d'abord les États. À Paris, lorsque j'ai proposé le texte final, il fallait que tous les États du monde, 195, soient d'accord. Et compte tenu du contexte politique, des négociations, de toute une série de discussions, nous avons obtenu cela. Et ce sont les États qui décident. Il n'y a pas que les États, j'y viens dans un instant, qui sont acteurs dans ce domaine. Mais ce sont d'abord les États. Et si nous sommes arrivés à Paris à avoir un accord, c'est pour de multiples raisons, et notamment parce que nous avions une espèce de conjonction politique des planètes entre les États-Unis, à l'époque présidés par Barack Obama, deuxième pollueur au monde, la Chine de Xi Jinping, premier pollueur au monde, les deux pays étant allant à cette époque pour la bonne direction, l'Inde aussi, l'Europe et singulièrement la France, qui est au sein de l'Europe et en tant que présidente de la COP, a fait ce qu'il fallait pour que cette conjonction puisse s'opérer. Et aujourd'hui, malheureusement, la situation est toute différente. Ce n'est pas mon rôle d'incriminer tel ou tel, mais il est évident que la position prise par le président américain Trump, par anti-obamisme notamment, qui est de récuser l'accord de Paris, a eu, contrairement à ce que disent certains, des conséquences absolument dramatiques. Pas seulement des conséquences directes à cause des décisions qu'il prend en ce qui concerne les États-Unis et qui sont dans ce domaine des décisions extrêmement dangereuses, mais parce que le fait que les États-Unis, compte tenu de leur puissance et de leur rôle dans le monde, récusent l'accord de Paris, a été une espèce d'autorisation donnée à beaucoup d'autres pays de ne pas respecter leurs engagements. Non pas qu'ils sortent expressément de l'accord de Paris, vous suivez sans doute toutes les discussions qu'il y a avec les Brésiliens, etc., mais parce que plusieurs d'entre eux, et pas des moindres, du coup, n'appliquent plus les engagements qu'ils ont pris. Et donc, alors que les États devraient être à l'initiative, parce que quand on est un responsable politique, le mot responsable n'est pas un mot hasardeux. Être responsable, ça veut dire apporter des réponses. Alors que leur rôle devrait être de contribuer à apporter des réponses, aujourd'hui, le fait est qu'un certain nombre d'entre eux ne les apportent pas. Et si le climato-scepticisme dans le monde a sans doute reculé, le climato-attentisme, lui, n'a pas reculé. Et c'est ce qui explique l'inquiétude de beaucoup, notamment la mienne, sur l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, premier acteur, les États qu'il faut... Alors, ça dépend en définitive, là où il y a des élections, des électeurs, mais ça dépend aussi d'autres éléments, la pression de ce qu'on appelle les pairs, PAIRS, et d'autres aspects, parfois des rapports, en tout cas de pouvoir, sinon de force, pour les convaincre. Les acteurs, d'abord donc les États, qui sont extrêmement importants. Ensuite, bien sûr, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les villes, les départements à travers le monde, qui, dans leurs décisions, agissent d'une façon très directe sur les causes du dérèglement climatique. Lorsque un maire prend une certaine décision en matière d'urbanisme, lorsque une autorité locale définit un système de transport, lorsque une autorité régionale adopte une certaine technique en matière de déchets, ce sont des acteurs tout à fait importants et il existe à travers le monde, ça s'appelle le C40 pour les grandes villes, ça porte d'autres noms pour les régions, une alliance de ces acteurs et par rapport à la question comment peut-on lutter contre l'urgence climatique, non seulement il faut lutter dans tous les domaines, mais il faut mobiliser les États et les acteurs locaux. Les entreprises. Et de ce point de vue-là, j'observe une modification positive de la part des entreprises,
y compris depuis les accords de Paris. Il y a quelques années, les entreprises ne se préoccupaient pas de ce problème. Mais pour différentes raisons, à la fois pour des raisons de responsabilité sociale ou sociétale, par conviction, et souvent aussi pour des raisons financières, parce qu'une entreprise qui aujourd'hui ne se préoccupe pas de ces questions risque d'être menacée, y compris dans son équilibre financier. Les entreprises, je le note, ont infléchi pour beaucoup d'entre elles leur position, et vraiment aujourd'hui beaucoup de responsables d'entreprises, je ne sais pas quantifier cela, se posent la question et apportent des réponses. Comment je peux, dans l'activité de mon entreprise, agir, modifier mon mode d'action pour faire en sorte que je contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai des entreprises, c'est vrai aussi des universités, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, et c'est vrai aussi des ONG, et c'est vrai des citoyens. Malheureusement, il n'existe pas partout une liberté de vote, et la démocratie est un bien rare, mais là où le citoyen, soit à l'occasion du vote, soit à l'occasion de telle ou telle mobilisation, peut faire valoir son point de vue, il est acteur à la fois dans sa vie quotidienne, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont modifié certains aspects qu'on peut trouver modestes, mais qui sont importants dans la vie quotidienne. Alors ce sont des gestes courants, qu'est-ce qu'on mange, est-ce que vraiment on est attentif à économiser l'utilisation de l'énergie, est-ce que en matière d'eau on fait ce qu'il faut, est-ce que on privilégie tel ou tel système de déplacement, etc. Tout ça compte. Ce n'est peut-être pas là l'essentiel en termes de masse, mais c'est un mouvement très important et je ne suis pas naïf, mais je crois qu'on voit, et vous sentez autour de vous certainement, un mouvement de plus en plus fort, notamment chez les jeunes, pour dire, écoutez, c'est central cette affaire, ça conditionne tout le reste, et donc moi je modifie ma manière d'être, et autour de moi, mes amis, mes parents, mes grands-parents, mes enfants, j'essaie de faire en sorte d'apporter mon tribut. Donc tous les domaines et tous les acteurs. Maintenant, je parlais de l'accord de Paris et je parlais des États. On est aujourd'hui dans une situation mondiale où ce qu'on appelait le multilatéralisme, c'est-à-dire la contribution de chaque pays à une ambition commune, malheureusement a reculé, où l'unilatéralisme souvent prédomine et où même, j'appelle ça le brutalisme, se développe sur beaucoup de terrains. Et la question est, puisque malheureusement pour le moment, et en tout cas jusqu'à la prochaine élection présidentielle américaine en novembre 2020, il ne peut plus y avoir d'alliance objective entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'Inde, etc. Comment, au niveau des États, peut-on faire pour retrouver une dynamique qui n'englobera pas officiellement les États-Unis, mais qui au moins permettra aux autres d'avancer? Je pense pour ma part, mais je ne veux pas aller plus loin, que c'est le rôle de l'Europe et de la Chine de travailler bien davantage ensemble pour faire en sorte que, malgré la position actuelle américaine, il puisse y avoir de nouveau un contexte favorable au niveau des États. Tous les domaines donc, tous les acteurs, et je dirais tous les outils. Là, j'utiliserai la formule le triangle TFJ. Qu'est-ce que j'ai dans l'esprit en disant cela, et c'est un moyen mnémotechnique, quand on regarde quels sont les outils dont les citoyens, les entreprises, les États, les collectivités, chaque acteur peut disposer pour aller dans le bon sens, je crois qu'il y a les technologies, il y a les finances
il y a une dimension qui est de plus en plus importante, qui est la justice, et j'ajouterai le droit. Je donne simplement les têtes de chapitre. Les technologies, si on veut pouvoir lutter efficacement contre les dérèglements climatiques, il faut évidemment développer au maximum les technologies qui sont économes en énergie fossile. Il y a des progrès considérables qui sont faits, à la fois dans les techniques elles-mêmes et dans leur coût. Par exemple, dans le domaine solaire, si on compare les techniques utilisées aujourd'hui et ce qu'elles étaient il y a simplement 10 ans, on a fait des progrès énormes et les coûts ont beaucoup diminué. Et évidemment, c'est un argument très important. On pourrait dire la même chose avec toute une série de recherches en matière de solaire, en matière d'hydrogène et dans d'autres domaines. Maintenant, est-ce que les technologies peuvent être une espèce de remède miracle au niveau macroéconomique? Bon, évidemment, c'est une question très importante. Moi-même, je ne suis pas ingénieur, mais enfin, je regarde ces choses-là très attentivement et discute avec les spécialistes au niveau mondial. Et autant on doit encourager toutes les recherches techniques et technologiques, autant l'idée qu'il existerait une solution, une espèce de technologie miracle qui nous débarrasserait du problème et qui permettrait de le résoudre, les spécialistes considèrent que ça n'est pas réaliste, en tout cas à un horizon prévisible. Donc développons au maximum les technologies, et c'est ce qui se fait, et allons aussi vite que possible, mais ne cultivons pas l'idée, j'allais dire malheureusement, qu'il y a tout d'un coup une innovation, un saut technologique qui va nous permettre de résoudre le problème. C'est malheureux à dire, mais c'est l'état où nous sommes aujourd'hui, et j'ai encore fait le point récemment sur ce sujet, et c'est un constat qui est très largement partagé, à la fois parce que il y a des obstacles proprement scientifiques, et puis des obstacles de coût. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des technologies miraculeuses, il s'agit qu'elles puissent être compatibles avec les équilibres financiers. Et puis, il faut passer de la technique du laboratoire à la réalité. Et donc, sur ce point, oui au développement technologique, mais n'attendons pas de miracle. Peut-être m'interrogerez-vous sur les questions qui concernent l'eau, EAU, et dans ce domaine, il y a un constat, 70% de notre planète est recouverte d'eau. Malheureusement, c'est de l'eau salée. Donc on a beaucoup d'eau, et donc normalement, si l'on arrivait avec des coûts accessibles à transformer cette eau disponible en une eau utilisable, il ne devrait pas y avoir de problème d'eau. Oui, mais on ne sait pas le faire, en tout cas à des coûts accessibles. Je pourrais prolonger évidemment cet exemple, car la question de l'eau va se poser probablement dans les populations avec une acuité, une rapidité encore plus forte que la question de la chaleur, même s'il y a évidemment un lien entre les deux. J'ai dit T comme technologie, F comme finance. Pour opérer toutes ces mutations, il faut de l'argent. Il faut de l'argent public et il faut de l'argent privé. De l'argent public parce qu'il y a un certain nombre de mutations qui ne sont pas rentables. Prenons un exemple. Vous avez vu les catastrophes, par exemple, liées aux cyclones. Il y a toute une série d'endroits dans le monde où il n'existe pas encore de système d'alerte pour prévenir les populations et les évacuer. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, heureusement, mais c'est le cas dans beaucoup. Donc il faut mettre en place ces systèmes d'alerte. Mais ces systèmes d'alerte, ils ne sont pas rentables, il faut bien les financer. De la même façon, lorsqu'on doit, soit pour éviter des catastrophes, soit pour réparer des catastrophes, reconstruire des ponts, reconstruire des routes, modifier des systèmes de transport, ça n'est en général pas l'argent privé qui peut le faire. Donc il y a besoin d'argent public. Et dans l'accord de Paris, nous avons promis que les pays riches, en direction des pays pauvres, à l'horizon 2020, c'est-à-dire l'année prochaine,
transférerait un minimum de 100 milliards de dollars par an. Nous n'y sommes pas encore, et c'est évidemment ce que nous disent très souvent les populations et les représentants, par exemple, de l'Afrique, qui nous disent, écoutez, nous sommes de bonne volonté, mais nous avons la double peine. D'une part, nous n'émettons pas beaucoup de carbone, en revanche, nous sommes les premiers pénalisés, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de technologie, donc il faut que vous nous les apportiez. Donc il y a de l'argent public à trouver, et puis de l'argent privé, parce que de plus en plus, on comprend que tout cela va demander des sommes énormes pour faire cette mutation du mode de développement, mais que c'est l'intérêt des organismes financiers, des entreprises, de la régulation de la société, d'investir, et que non seulement c'est utile, pour toutes les raisons que l'on pense, non seulement ça peut créer des emplois, mais en plus, c'est financièrement, en tout cas dans certains cas, dans beaucoup de cas, rentable. Donc, ayez à l'esprit que cette question des finances se pose, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions. Je suis en particulier partisan, comme beaucoup d'autres, de ce qu'on appelle une taxation du carbone, mais lorsqu'on voit l'épisode des Gilets jaunes en France, on voit bien les problèmes que pose ce mode de taxation, qui pourtant est absolument utile, parce qu'il permet de concilier l'économie de marché, le fonctionnement du marché, avec un signal prix qui nous engage vers les énergies renouvelables. Donc, les technologies, les finances, je disais, J comme justice, c'est un élément qu'il faut là aussi garder à l'esprit. Non seulement pour des raisons de justice sociale, mais pour des raisons d'efficacité ou de simple praticabilité. Si, en même temps qu'on apporte les quelques réponses dont j'ai parlé, on n'a pas une préoccupation de justice, eh bien, tout se bloque. On l'a vu d'ailleurs en France, mais il y a beaucoup d'autres exemples. On dit, voilà, il y a une difficulté, eh bien, nous allons prendre telle mesure financière. Oui, mais s'il n'y a pas un accompagnement pour que les populations qui n'ont pas de moyens financiers ou moyens alternatifs soient aidées, tout le système se bloque. Et sous des formes différentes de ce qu'on a connu en France, c'est une réflexion au niveau mondial. Ce qui fait que, je vous ai dit que chaque pays avait fourni ses engagements au moment de la COP de Paris, que de nouveaux engagements vont devoir être fournis en 2020, je reviendrai sur cette date dans mon dernier point, mais ces nouveaux engagements, il est demandé désormais d'avoir non seulement des engagements chiffrés, mais aussi de montrer une trajectoire et de monter une sorte de plan justice pour qu'il ne s'agisse pas simplement sur le papier de fournir des propositions, mais qu'elles soient humainement acceptables. Et donc la dimension justice et la praticabilité de ces solutions vont ensemble. D'ailleurs, c'est très compréhensible puisque je vous ai dit que le risque principal porterait sur les populations pauvres, que ce soit à l'intérieur d'un pays donné ou à l'intérieur du monde. Et donc, il faut avoir une approche différenciée de ces questions. Et j'ajouterai le droit, non pas parce que maintenant je préside le Conseil constitutionnel, mais parce que on a besoin de l'outil du droit pour rendre un certain nombre de ces solutions plus incitatives, voire obligatoires. L'accord de Paris, tout le monde reconnaît qu'il est excellent, mais le problème, c'est que si il n'est pas appliqué par tel ou tel dirigeant, il n'y a pas de sanction particulière. Et donc, et vous voyez par ailleurs, puisque je parle du droit, vous en avez sans doute entendu parler, que de plus en plus d'actions au sens judiciaire sont intentées par des groupes, collectivités locales, groupes sociaux divers, contre des responsables, que ce soit des responsables d'État ou des responsables d'entreprise, en disant attention, la question du dérèglement climatique est une question majeure, vous n'agissez pas comme vous devriez agir, je vous mets devant les tribunaux. Et je vois, à la place où je suis maintenant, à quel point dans le monde entier, ces questions juridiques deviennent de plus en plus importantes. Très difficiles,
parce que, évidemment, les législations sont différentes, les jurisprudences sont différentes. D'autre part, on ne peut pas aussi facilement que par la parole obliger un État à aller dans telle ou telle direction. Mais parmi les outils, j'ai parlé des technologies, j'ai parlé des finances, j'ai parlé de la justice, et il y a aussi cette question du droit. Et avec beaucoup d'autres collègues, et notamment des présidents de Cour suprême de différents pays, nous travaillons sur une espèce de traité international que nous avons appelé le Pacte mondial pour l'environnement, qui permettrait de reprendre un certain nombre de principes, quelques-uns, qui devraient être appliqués à tous les individus, toutes les entreprises, tous les États, dans un traité international qui, lui, aurait alors valeur contraignante. Je conclus, peut-être c'était trop long, même si j'ai oublié volontairement énormément de choses, en vous disant ceci. Je me rappelle une conversation au moment des négociations de Paris que j'avais eue avec un ancien maire de New York, financier très connu, qui s'appelle Michael Bloomberg. Et Bloomberg, très actif sur ces questions, et il m'avait dit, M. Fabius, c'est très bien, mais il faut faire attention à deux choses. Et j'ai gardé cette conversation dans mon esprit. Bien sûr, il faut montrer le risque extraordinaire que court le monde et l'humanité à travers ces questions de dérèglement climatique. Mais il ne faut pas simplement insister sur le côté négatif, il faut aussi montrer le côté positif si nous prenons les décisions qu'il faut. Parce que, et c'est Bloomberg qui ajoute ceci, si on dit aux populations, qui souvent n'y peuvent, mais aujourd'hui c'est très difficile, demain c'est pire, et après-demain, je ne sais pas, ça ne peut pas mobiliser les gens sur cette base. Donc il faut, peut-être plus qu'on ne le fait, à la fois montrer, bien sûr, les périls considérables qu'il y a si on continue dans la même direction, mais aussi les chances que peut représenter une mutation, alors j'emploie des grands mots, d'un certain mode de développement. Et je pense que cette idée de Bloomberg, qui est un homme réaliste, est très juste. Donc ne parlons pas simplement, n'ayons pas simplement à l'esprit le négatif, le risque, mais aussi la possibilité. Et la deuxième remarque que faisait Bloomberg, il disait, faisons attention, ne laissons pas croire que cette affaire est une affaire pour dans 50 ans ou dans 60 ans. Parce que dans 50 ans, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un individu, c'est quand même très loin. Ça commence maintenant. Et on le voit, quand vous voyez ce qui se passe en Amazonie, ce qui se passe aux Bahamas, ce qui se passe en France, ce qui se passe ailleurs, c'est déjà maintenant. Avec cet élément supplémentaire que peu de gens ont à l'esprit, c'est que s'agissant d'émissions de carbone, une fois que vous les avez envoyées dans l'atmosphère, elles ne redescendent pas au bout de 2 semaines. Quand il s'agit de méthane, qui est encore beaucoup plus polluant que le CO2, elle reste un certain temps, mais quand il s'agit de CO2, elle reste des années et des décennies. Et donc, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas maintenant engage d'une manière absolument irréversible l'avenir. Et il ne faut pas croire, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on va inventer tout d'un coup une technologie qui va permettre d'extraire ce qui se trouve dans les basses couches de l'atmosphère et de le supprimer. Donc, pensons au positif aussi, et pensons au court terme, et agissons pour le court terme, et mobilisons pour le court terme, et pas simplement pour le long terme. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, je pensais à cela en préparant cette réunion, je faisais une comparaison, qui n'est pas toujours raison, entre ce qui s'est passé il y a 50 ans pour envoyer un homme sur la Lune et les difficultés où nous sommes par rapport au dérèglement climatique. On pourrait se dire, écoutez, c'est quand même étrange, parce que en 1962, Kennedy lance le mot d'ordre « il faut envoyer un homme sur la Lune ». En 1969, il y a effectivement un homme sur la Lune, alors que ce n'était pas nécessaire, et que scientifiquement, c'était très compliqué. Et là, nous sommes 50 ans plus tard, c'est une question, j'allais dire, de vie ou de mort, et nous sommes incapables de trouver, pour le moment, les solutions.
Bien sûr, le problème d'un point de vue scientifique, technologique, n'est pas le même, donc la comparaison a ses limites. Mais en réfléchissant, je me disais, il y a des différences objectives. Pour ce qui concerne le défi lunaire, ça dépendait d'une personne, qui était le président des États-Unis. Il n'avait pas d'avis à demander à ses collègues et à la Terre entière. C'était une décision politique forte, avec des moyens scientifiques, technologiques, financiers, et on y est arrivé. En ce qui concerne le défi climatique, c'est tout à fait l'autre paire de manches. Ce n'est pas une personne qui peut résoudre à elle seule. C'est un ensemble, j'ai parlé de la totalité des acteurs. Donc cette différence est évidemment très sensible. Une autre différence, qui est également très sensible, c'est que envoyer un homme sur la Lune, ça ne menaçait aucun intérêt, y compris économique. Quand on passe d'un système reposant sur des énergies fossiles à un autre système, et quand ça concerne tous les domaines, des intérêts, sans avoir une espèce de vision réductrice, énormément d'intérêts sont menacés. Et donc, il y a énormément de résistance. D'autant que envoyer un homme sur la Lune n'impliquait pas une modification du mode de vie de qui que ce soit. Tandis que là, changer les choses implique une modification du mode de vie de beaucoup de personnes, y compris, bien sûr, de nos amis américains. Mais je trouve quand même, à la fois occasion de réflexion et de dynamique, le fait que ce que nous sommes arrivés à faire il y a 50 ans dans un domaine, il est vrai, particulier, alors que ce n'était pas nécessaire, comment serions-nous condamnés à échouer aujourd'hui, 50 ans plus tard, alors que c'est une question vitale et que tous les moyens doivent être concentrés. J'aurais complètement terminé, en vous priant de m'excuser si j'ai été trop court ou trop long, en vous disant ceci. On me demande souvent, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste? Bon, je n'ignore aucune des difficultés énormes qui se posent autour de ce problème. Mais vous avez bien senti, vous avez bien compris que c'est une question vitale au sens étymologique. Donc je crois qu'il n'y a pas lieu d'être ni optimiste ni pessimiste. Il faut être volontariste. Et je pense que pour nous tous, et en particulier pour la jeune génération, c'est une question qui conditionne toutes les autres. Merci. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce propos qui était très riche et très complet, qui nous a permis d'avoir une vision, si ce n'est exhaustive, globale des enjeux. J'aimerais commencer par une question avec deux images qui ont fait l'actualité récemment. Vous avez le retour qui est juste là. Avec le premier glacier en Islande qui a disparu, la première ministre islandaise qui a commémoré une plaque qui en substance explique que d'ici 200 ans, l'intégralité des glaciers islandais disparaîtront si on n'agit pas. Et une seconde image qui concerne, comme vous l'avez rappelé, les incendies en Amazonie. À l'issue du G7, le président Macron, qui présidait le G7, expliquait que les États du G7 allaient débloquer 20 millions de dollars, pour lutter contre ces incendies. Face au climato-sceptisme de Jair Bolsonaro, dans un premier temps, cette aide a été refusée. Comment on fait, dans un monde, et comme vous l'avez très bien expliqué, un multiréalisme économique, pour agir et lutter contre la disparition des glaciers en Islande, lorsque dans un premier temps, la forêt amazonienne brûle et que son président n'agit pas, et qu'il a en plus le soutien de la première puissance économique mondiale? Oui, vous me posez bien la question, et ça montre bien que devant de tels problèmes, la réponse ne peut pas être « il n'y a qu'à Faucon ». Bon. Il n'est déjà pas facile d'agir dans son propre pays, y compris lorsqu'on le dirige. On en a vu quelques exemples. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre pays,
la souveraineté nationale fait que on ne peut pas se substituer aux autorités. Là, les choses sont un peu différentes parce que, bien sûr, les Brésiliens sont maîtres de leur destin, mais en même temps, les conséquences de ce qui est fait ou pas fait, compte tenu de l'importance de la forêt amazonienne, portent sur les autres pays. En matière environnementale, les dégâts ne s'arrêtent pas aux frontières. Vous pouvez mettre des douaniers et ils n'ont pas arrêté le CO2 ou les différentes formes de pollution. Et donc, il faut agir par différents canaux. Alors, il y a ce qu'on appelle la pression des pairs, P-A-I-R-S, et c'est ce qui s'est fait au G7. C'est-à-dire les autres responsables s'expriment d'une telle manière qu'ils peuvent pousser tel dirigeant, alors qu'il avait une idée inverse, à finalement aller dans le bon sens. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs à la réunion précédente, dite du G20, qui avait eu lieu quelques mois auparavant à Osaka, où je n'y étais pas, je n'avais pas y être, mais d'après ce qui a été rapporté, il y avait déjà eu une certaine discussion, un certain affrontement entre le président Bolsonaro et le président français, à propos, cette fois, du Mercosur. Et le président français avait dit, ben, écoutez, le traité Mercosur, qui avait été négocié au niveau européen, dès lors que le président Bolsonaro m'a certifié qu'il ne sortait pas de l'accord de Paris, je suis pour. Donc ça, c'était une espèce de pression des pairs. Bon, et puis, patatras, voilà que le président Bolsonaro revient là-dessus, qu'on s'aperçoit en fait, ce qui était constant par les gestes quotidiens qu'il fait, qu'il ne se soucie pas de l'environnement. Et les incendies amazoniens, qui d'ailleurs ne sont pas du tout les seuls, il y a aussi des incendies immenses en Afrique notamment. Alors, il y a la pression des pairs. Ça, c'est la politique internationale. Souvent, l'opinion publique oublie que la politique internationale, ça ne peut pas être fait par un seul pays. Ce serait facile si c'était fait par un seul pays. Enfin, il faut arriver à se mettre d'accord, tout en respectant la souveraineté. Donc ça, c'est toute la question des rapports économiques, de la diplomatie, parfois des rapports militaires, des éléments financiers, etc. La pression des pairs, ça c'est un point. Deux, il y a les rapports de force. Bon, en l'occurrence, le Brésil, avec 3 pays voisins, souhaite qu'il y ait l'accord sur le Mercosur. Parce que lui, c'est son intérêt dans la mesure où ça lui permet de vendre du bœuf brésilien, etc. Bon, à partir du moment où il ne respecte pas ses obligations en matière d'environnement, on peut dire, bon, bah écoutez, c'est suspendu. Alors, on ne le dit pas comme ça, mais enfin, bon, c'est de ça qu'il s'agit. Troisièmement, il y a les voisins. L'Amazonie, ce n'est pas simplement le Brésil, c'est d'autres pays. Et nous-mêmes sommes en Amazonie, je peux dire, à travers la Guyane. Donc, il y a différents canaux. Quatrièmement, il y a l'ONU. Je ne sais pas si vous avez regardé les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui essayent de trouver des solutions, parce que le Brésil a aussi besoin des Nations Unies. Il y a l'appel à la population brésilienne elle-même. Et puis, il pourrait y avoir, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense qu'il peut y avoir des inflexions, la dimension juridique. Parce que tout ça a quand même des conséquences internationales. Il y a de plus en plus des procès qui ont lieu, alors parfois avec succès, pour le moment souvent avec insuccès, contre des dirigeants parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités, etc. Mais c'est un faisceau. C'est un faisceau. Et évidemment, c'est un peu, et même beaucoup choquant, parfois désespérant, de voir que, alors qu'il s'agit d'un bien mondial, ce qu'on appelle un commun, la responsabilité appartient toujours aux dirigeants du pays.
Ça, c'est notre système démocratique. Il faudrait concevoir, mais pour l'instant c'est un rêve, une espèce de démocratie étendue à l'échelon international, où des mêmes règles existeraient pour tout le monde, et où si des actions négatives sont conclues, sont conduites, il pourrait y avoir une mise en responsabilité. Nous n'en sommes pas là. Maintenant, quand on regarde, et puis je termine là, cette affaire d'Amazonie, bon, ça s'inscrit dans une politique générale du président Bolsonaro. Pourquoi est-ce qu'il y a cette déforestation? Parce que il y a plusieurs causes. Dans certains cas, la déforestation vient des paysans eux-mêmes. On le voit par exemple en Afrique. Si les agriculteurs n'ont pas les moyens de vivre, la seule matière première dont ils disposent pour pouvoir faire face aux besoins de la vie, c'est les arbres, de les couper et de les vendre. Alors on dira, mais comment vous accusez les agriculteurs, etc., qu'ils sont victimes? Oui, ils sont victimes. Et donc, la tâche normale d'un gouvernement, c'est de leur donner des moyens alternatifs de vivre. Il y a d'autres éléments qui sont que pour pouvoir utiliser différemment l'espace de la forêt, il faut procéder à une déforestation. Et alors là, ça intéresse des grands groupes, des intérêts financiers qui n'ont absolument rien à voir avec ces petits agriculteurs. Et il faut s'élever contre cela. Ma réponse vous montre toute la difficulté du sujet. Il n'est pas possible de dire l'Amazonie, c'est nécessaire pour le monde, Bolsonaro n'agit pas comme il faut, donc on va faire la grosse voix et M. Bolsonaro va changer d'attitude. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est là où, et c'est mon dernier mot sur ce point, l'attitude du président américain est aussi très importante. Parce que sur les questions d'Amazonie et de destruction de la forêt, pas simplement voir les déclarations des présidents européens, il faut voir aussi ce qui est dit du côté américain. Et Bolsonaro est un épigone du président Trump. Et le président américain a dit, oui, bon, c'est comme ça, mais vous savez, des incendies, il y en a partout, et puis Bolsonaro, c'est quand même quelqu'un de très bien, etc. Évidemment, à partir du moment où on est dans ce mauvais jeu-là, il devient beaucoup plus difficile d'agir. Oui, donc certes, il y a des dirigeants qui ne se préoccupent pas par les questions, qui ne sont pas préoccupés par les questions climatiques. En revanche, on constate que la jeunesse est de plus en plus intéressée par cette question et de plus en plus préoccupée. On a constaté notamment de nombreuses marches pour le climat, ou alors l'engagement de la jeune Greta Thunberg récemment. Quel regard portez-vous sur l'engagement de la jeunesse face aux élites politiques qui n'agissent pas toujours? Un regard très positif. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis plus dans le monde politique, donc ce que je dis ne vise pas telle ou telle personnalité. Et compte tenu des fonctions, je dois faire attention, bien sûr, à ma façon de m'exprimer. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec une espèce de condescendance que je crois ressentir certains responsables, adultes, qui disent mais les jeunes, bon, ils agissent comme ça parce qu'ils ne savent pas exactement la réalité du sujet. Et puis cette petite jeune fille, c'est bien facile, mais est-ce qu'elle a étudié tous les rapports Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, la réalité objective que j'ai décrite en quelques mots, elle est extrêmement préoccupante. Et le GIEC, ça c'est pas la jeunesse, c'est les scientifiques du monde entier, disent deux choses. Premièrement, la trajectoire, trois choses. Premièrement, la trajectoire est très mauvaise. Deuxièmement, si on continue comme ça, les conséquences seront catastrophiques. Troisièmement, il existe un espace de temps qui n'est
pas important, pas large, mais où on peut agir. Le GIEC ne dit pas « c'est fichu », mais ils disent « attention, c'est très court ». C'est exactement ce que disent les jeunes. Alors, ils utilisent les armes dont ils disposent, si je puis dire, qui sont la mobilisation, qui sont la sensibilité de la population en général, de leurs familles, de leurs parents, de leurs amis. Évidemment, comme ils sont, pour certains, en milieu scolaire, ça a une certaine répercussion. Mais je trouve que c'est positif et c'est courageux, et je refuse absolument de me moquer de cela comme le font malheureusement certains. Parce que dans cette grave affaire, c'est la jeunesse qui a raison. Ce problème détermine tous les autres. Alors, quand on en vient aux solutions, là, c'est plus complexe, évidemment. Je vais en donner quelques exemples dans mon propos introductif. On ne peut pas dire vous allez résoudre, on va résoudre en un tour de main. Et parfois, quand on est responsable gouvernemental ou quand on l'a été comme moi, on peut dire que les solutions qui sont esquissées sont un peu simplistes. Bon. Mais l'alerte, elle est fondamentale. Et bientôt, il y a des réunions aux États-Unis, à New York, et on m'a invité, je ne sais pas si je pourrais aller, notamment les jeunes, à m'exprimer dans ces réunions. Et je pense qu'il faut que des gens qui, par leur âge, par leur expérience, ont une certaine autorité, disent bien que, même si les solutions sont compliquées, l'alerte, et l'alerte des jeunes, est tout à fait décisive. Simplement, ce qu'on voit, c'est que ces jeunes ne peuvent se mobiliser que là où ils sont informés et là où les mobilisations sont libres. Alors évidemment, il y a toute une partie du monde qui, pour des raisons politiques, avec un grand P, n'autorise pas ces mobilisations. Mais je ne suis pas du tout d'accord pour prendre ça de haut. Pas du tout d'accord. Je pense que les jeunes ont parfaitement senti et compris ce dont il s'agit, même s'il faut évidemment dialoguer avec eux pour qu'ils comprennent bien l'ampleur du problème et que ce n'est pas simplement une question de modifier, de dire maintenant je vais manger plutôt tel plat plutôt que tel autre. C'est très bien, mais c'est pour ça que, quitte à vous prendre un peu à brousse-poil, j'ai dit en termes de masse, de nombre, on sait où sont les problèmes. Problème numéro 1, le charbon. Zone numéro 1, l'Asie. Outil numéro 1, les finances, les technologies, la justice. Problème numéro 1, les États. Bon. Mais ça n'empêche pas qu'il doit y avoir une mobilisation de tout le monde. Encore peut-être deux petites questions avant de passer aux questions du public, parce que je suis certain qu'elles seront nombreuses. Comme vous l'avez précisé, l'accord de Paris est très ambitieux. Mais l'enjeu, c'est qu'il soit appliqué. Si les États ne le respectent pas, aujourd'hui, il n'y a pas de juridiction pour y contraindre. Vous y avez insisté de nombreux points. Comment vous imaginez une juridiction ou un système judiciaire permettant de contraindre les États? Et petite question, existe-t-il selon vous aujourd'hui un pays qui soit un exemple à suivre en matière de transition écologique? Alors, non pas sur le plan juridique, mais sur le plan général, il y a quelques pays qui ont obtenu des résultats très impressionnants, d'ores et déjà. On parle très souvent du Costa Rica, c'est vrai, c'est loin, c'est pas le plus grand pays du monde, mais ils vont arriver d'ici peu, si ce n'est déjà fait, à avoir la totalité de leur énergie venant d'énergie propre. Il y a des efforts considérables qui sont faits en Europe, dans les pays du Nord, qui souvent sont plus avancés que nous. Et puis, à l'intérieur même des pays, il y a des secteurs qui agissent d'une façon très forte et positive. Et là, il faut saluer l'effort d'un certain nombre d'entreprises. Vous avez les noms présents à l'esprit. Alors certains disent c'est du greenwashing. Ça peut être parfois du greenwashing, mais quand c'est réel, c'est impressionnant. Il y a aussi, je crois beaucoup à cela, compte tenu de l'importance de la finance dans notre mode de développement,
des évolutions financières. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, s'appelle M. Carney, a bien montré que si un groupe, une entreprise, même un pays, ne prenait pas en compte le risque climatique, il risquait d'être gravement pénalisé. Prenons les choses de manière toute simple. Les grandes compagnies pétrolières, ce qu'on appelle les majors, dans leur bilan, ils comptabilisent les ressources en pétrole et dans d'autres énergies fossiles à un certain prix, à un certain montant. Si on envisage ce qui serait nécessaire, qu'à un moment qui n'est pas très éloigné, ces ressources doivent rester dans le sol, comprenez bien que ça a une traduction sur le plan financier. Et c'est ce que Carney, qui n'est pas un novice, appelle le risque de la bulle climatique. Les agences de notation, les grandes agences de notation, les 3 grandes agences de notation, de plus en plus intègrent dans les notes qu'elles accordent aux pays ou aux entreprises la prise en compte du risque climatique et les actions menées ou pas menées pour prévenir cela. Et donc, quelle que soit la façon dont on prend le sujet, il y a quelques pays, heureusement, et il y a pas mal d'entreprises, j'en vois de plus en plus, qui s'orientent dans la bonne direction. Mais en même temps, il ne faut pas considérer que ce soit facile. Imaginez un instant que vous êtes le principal dirigeant de l'Arabie Saoudite. Bon. Indépendamment d'autres aspects, vous constatez que vos ressources, à la fois vos ressources budgétaires et vos ressources en termes de commerce extérieur, viennent essentiellement du pétrole et du gaz, et en particulier de votre société qui s'appelle Aramco. Si, comme c'est inscrit dans l'accord de Paris, et depuis, il y a eu d'ailleurs une progression, il est dit que dans l'accord de Paris, on dit dans la seconde partie du siècle. La seconde partie du siècle, dans mon esprit, ça veut dire entre 2050 et 2100. Et désormais, dans un certain nombre de discussions internationales, c'est 2050. Donc, il y a 50 ans de moins par rapport à 2100. Si il est dit que ces ressources, il faut arriver à avoir une situation neutre en 2050, ça veut dire qu'il faut que vous gardiez dans le sol une partie très importante de vos ressources. Et la plupart des spécialistes considèrent, je fais une petite parenthèse, mais on est là aussi pour traiter les sujets au fond, il y a 2 manières d'avoir une neutralité carbone. Ou bien en ayant des émissions et en ayant des puits de carbone à la même hauteur que les émissions, ou bien en gardant le fossile dans le sol. Et la plupart des spécialistes estiment que la solution, c'est de garder l'essentiel du fossile dans le sol. Donc je reprends ma comparaison. Si vous êtes dirigeant d'Arabie Saoudite ou du Qatar, et que vous avez signé un traité, en l'occurrence l'accord de Paris, qui dit à cette date, émission nette zéro, vous êtes obligé quand même de réfléchir aux solutions alternatives. C'est pour ça qu'il y a des modifications du mode de développement, notamment de ces pays, considérables à opérer. Et c'est là, ne croyez pas que je fasse une fixation, où l'attitude américaine est tout à fait décisive. Parce que si la totalité des pays disent il faut le faire, on va le faire, vous dites écoutez, c'est peut-être pas ce que je voudrais pour mon pays, mais j'y vais. Si vous dites non, là tout d'un coup il y a quelqu'un qui a fait en sorte que ça n'est plus obligatoire, c'est autre chose. Alors l'idée d'un tribunal mondial d'un tribunal mondial c'est une idée qui intellectuellement peut être séduisante, mais qui à horizon proche n'a pas
vraisemblance. Bon. Vous voyez déjà toutes les difficultés qu'a la Cour pénale internationale sur d'autres sujets. Bon. En revanche, la France et pas mal d'autres pays ont lancé une idée qui peut être moins ambitieuse, mais qui l'est quand même, qui est ce fameux pacte mondial pour l'environnement. Vous regarderez sur Internet les détails. Mais l'idée est quoi? Et j'y ai participé puisque les différents juristes internationaux sont venus me voir en me demandant de les aider à fabriquer un texte que nous avons présenté à l'ONU. Enfin, c'est le président français qui l'a présenté. Puis, devant l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'environnement, qui siège à Nairobi. Ce pacte mondial pour l'environnement, c'est en une vingtaine d'articles la définition des droits et des devoirs que devraient respecter les individus, les entreprises et les États. Alors, il y a des choses qui tombent sous le sens, d'autres qui sont plus ambitieuses. Par exemple, il est dit que chacun a un droit à un environnement sain. Alors après, quelle est la définition de l'environnement sain? Que les États ont des devoirs d'information, de participation du public, est repris le fameux principe de précaution, y est ajouté le principe de participation du public, le principe qu'on appelle de non-régression. Donc c'est une vingtaine de principes qui, pour l'essentiel, reprennent des choses qui existent dans différentes déclarations, la déclaration de Rio de 92 et d'autres, mais qui donnent à cela un contenu juridique. Et l'objectif que nous poursuivons, que nous n'avons pas atteint pour le moment, c'est de faire de cela un traité international qui ne sera pas signé par tous les pays. Par exemple, les États-Unis ne signent jamais un traité international de ce genre, que ce soit d'ailleurs avec le gouvernement actuel ou le précédent. Mais si vous avez des principes qui sont communs à une majorité de pays du monde, et si les tribunaux se saisissent de ces principes, et si les opinions publiques, à travers les votes ou à travers les mobilisations, demandent le respect de ces principes, et si ces principes sont repris dans des traités internationaux, des accords internationaux, tout cela, au bout d'un certain temps, forme une convergence qui rend pratiquement obligatoire. Ça ne veut pas dire que si tel ou tel dirigeant ne respecte pas ces principes, il va être traduit devant un tribunal et mis en prison. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Mais vous voyez la convergence, et c'est pourquoi le droit est un instrument de plus en plus important. Alors, il y a des choses d'ailleurs qui sont pour nous surprenantes. Par exemple, assez loin de nous, en Amérique du Sud, il y a des tribunaux, y compris des cours suprêmes, qui ont enjoint des gouvernements de leur pays à aller dans tel ou tel sens ou à abandonner telle ou telle législation. Pas loin de chez nous, aux Pays-Bas, il y a la Cour d'appel de La Haye qui, dans un arrêt, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au droit, qui s'appelle Urgenda, U-R-G-E-N-D-A, a décidé que le gouvernement néerlandais devait modifier la position qu'il avait prise sur des questions environnementales parce que ce n'était pas assez exigeant et pas en ligne avec l'accord de Paris. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une position unique. On aurait un tribunal avec 12 juges à Hermine qui diraient « Monsieur X, vous ne faites pas ce qu'il faut, Madame Intel, vous ne faites pas ce qu'il faut, il faut changer, et du jour au lendemain, ça change. » C'est pas comme ça que ça se passe. Mais en adoptant des règles de droit convergentes, en reprenant ces règles de droit dans l'action de la population, dans l'action des entreprises, dans l'action des États, en développant une saisine lorsque c'est nécessaire, on peut aboutir, on doit aboutir à une convergence qui, indépendamment de l'aspect social ou moral, aura l'intérêt d'éviter le dumping environnemental. Parce que, évidemment, si vous avez des principes qui sont valables pour la plupart des grands pays, ça évite les problèmes que nous connaissons aujourd'hui de dumping environnemental. Merci beaucoup. L'heure avançant, je pense qu'on pourra mettre fin à cette conférence. N'hésitez pas à venir échanger avec nous à l'issue de cette conférence. On va vous libérer. Je sais que le WAI a prévu en diagonale de vous distribuer quelques consignes et quelques goodies. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir à l'issue de cette conférence échanger avec nous. Et merci beaucoup d'être venus si nombreux. Merci. Merci à vous. Merci.
Merci beaucoup à vous. Merci.